de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, merci de nous rejoindre. Et si vous l'avez constaté, c'est lancé. On entre dans ce jet dans le grand bain avec donc nos chroniqueurs qui se déboutonnent sur divers sujets. Merci de nous rejoindre. Talibé Bari, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Monsieur le directeur général, permettez-moi un mot. Bien, allez-y. Nous parlions du patronat guinéen. Ouais. De quoi est-il capable? À partir du moment où on peut distribuer l'ensemble de l'eau constituant un chemin de fer de plus de 600 km à des entreprises qui ne sont pas liées à l'intérêt guinéen du point de vue contenu local. Ouais. Monsieur le Président de la République, qu'avez-vous fait de vos propos devant les investisseurs quand vous aviez annoncé que désormais tous les travaux qui ne nécessitent pas une grande technologie, en tout cas en matière de routes non bitumées, seraient exclusivement dédiés aux entreprises locales. Ceci, c'était en septembre quand vous aviez rencontré les opérateurs miniers. Ouais. Prenez le chemin de fer transguinéen aujourd'hui qui est en train d'être opéré par Winning Consortium Simandou. Ouais. Lisez les documents concernant l'attribution des marchés le long de ce chemin de fer, le long du corridor. Ouais. Sortez-moi une seule entreprise guinéenne qui fournit soit du granit, soit du sable, en tout cas des agrégats. Ouais. Je n'en vois pas, peut-être que je suis myope dans ma lecture, mais un patronat qui est incapable de faire respecter les lois nationales, qu'est-ce qu'on en a à faire? Le chef de l'État qui n'est pas soucieux du respect de sa parole donnée, qu'est-ce qu'on en a à faire? En matière de contenu local. Je pense que le contenu local, tout Guinéen devrait faire ce qu'il veut en respectant la loi aujourd'hui. Merci Koumba. Et peut-être c'est dans cette perspective que les différentes organisations patronales ont décidé de se mettre ensemble pour peser sur des questions comme celle du contenu local, pourquoi pas. Ibrahima Sour Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Abakar, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes, qui sont bloqués à Conakry de la diaspora et à cause de passeports. Beaucoup travaillent de l'autre côté, les États-Unis, la France. Tu fais bien d'évoquer ce sujet, franchement. Ouais. Un peu partout, mais qui ne sont pas à mesure aujourd'hui de retourner pour, en tout cas, aller s'occuper de vaquer à leurs occupations. Ouais. Parce que les passeports, il n'y en a pas. Je connais plusieurs. Non, parce qu'on a créé une pénurie. Oui. Non, on a inventé une pénurie. Abakar, j'en viens. Une pénurie artificielle. Oui, artificielle parce que bien ça entendu. sort tout de même. Ça sort, mais par affaire. Je dirais de quoi je parle. Il y a beaucoup d'étudiants bloqués en Guinée qui sont de l'autre côté, qui ne peuvent pas aller suivre leurs cours à cause des passeports. Il faut dire tout simplement la vérité à M. Bachir. Mais ce qui se passe... Mais Bachir, mais franchement, mais il faut qu'il lève le pied sur le frein. Mais il y a des passeports, il y a de la disponibilité. Ce sont les couleurs qui changent. Voilà. Et je pense qu'à aucun moment, l'opérateur Iris et son pendant local, Louba Service, ne se sont montrés défaillants sur la question. Ben voilà, le passeport, il y en a. Mais c'est devenu une affaire. Aujourd'hui, quand vous mettez la pression, vous mettez beaucoup d'argent, vous passez par des démarcheurs, vous pouvez avoir des passeports. Pendant ce temps, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces Guinéens qui devraient retourner vaquer à leurs occupations, ces étudiants, ces malades, ces enfants qui sont là, qui veulent aller, en tout cas, à leur lieu de résidence? C'est très grave. Nous sommes dans un état. Ouais. Le changement, c'est aussi cela. Il faut aujourd'hui quand même qu'on soit à mesure de fournir les passeports aux Guinéens. En dépit mais il faut que le Premier ministre, à un moment donné, Talib, il faut que le Premier ministre prenne ses responsabilités. Mais c'est ça. Non, mais bien entendu. Il n'a pas la main. Non, mais il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il ne peut pas laisser Bachir décider de ce qu'il veut. Mais c'est un gouvernement quand même. C'est pas la pagaille. Nous sommes dans un état. C'est pas la pagaille, le gouvernement. Aujourd'hui. Mais à ce que je sache, il y a un coordinateur, il y a un chef d'orchestre. Donc à un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités pour recadrer ceux qui ne vont pas dans le sens souhaité. En tout cas, pour terminer, Abakar, ceux qui ont eu ces passeports pour retourner, je connais une dame qui, au moins, en tout cas, a passé plus de 2 semaines à Conakry avant de retourner. Mais pour avoir ce passeport, il a fallu débourser combien, vous savez? Non. Beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de réseaux. C'est une mafia installée qui a créé la pénurie. Dommage. Vraiment, qui n'existe presque pas. Mais le seul responsable, c'est le ministre Bachir. Allez-y. Ce que Lincoln dit, c'est tellement justifié qu'avant-hier, la rédaction de film a reçu un monsieur, un Guinéen qui est aux États-Unis. Ouais.
alors qui est désespéré parce qu'il nous racontait que 2 jours auparavant, il s'était rendu à l'aéroport. Donc, lui, quelques 25 Guinéens s'étaient rendus à l'aéroport dans l'espoir de pouvoir voyager. Ils ont été récalés parce que la compagnie Space Air France, on a dit qu'on ne peut pas accepter de vous embarquer alors que vos passeports ne sont pas à jour. Alors, l'une des solutions que ce monsieur proposait, c'était qu'on proroge les passeports ayant expiré. C'est possible. Parce que non, les passeports biométriques, on ne les proroge pas. Oui, non, attendez. L'idée que un des travailleurs de Air France a proposé, c'était qu'il y ait une sorte de pastiche qu'on collerait sur ces passeports pour dire que pour telle raison, monsieur, votre passeport peut rester valide et que ça peut être une des solutions en ce moment, en ces temps de pénurie artificielle. Artificielle, oui, bien sûr. Artificielle. Vous interpellez le Premier ministre, mais la question du passeport dépasse le Premier ministre. C'est une question de souveraineté. À mon avis, Bachir ne peut pas, tout puissant ministre de la Sécurité qu'il est, décider tout de go d'arrêter la délivrance des passeports. Certainement le CNRD cautionne l'attitude et ce n'est pas acceptable. Et quelqu'un me disait hier que quelques 50 Guinéens en provenance des États-Unis, donc en souffrance actuellement, se seraient rendus hier à l'ambassade des États-Unis. Là-bas, on leur dit, mais ce n'est pas nous, c'est l'État guinéen qui gère la question. Mais il faut qu'ils trouvent une solution. Il faut que le CNRD, le gouvernement, trouve une solution. Parce que ça ne peut pas durer plus longtemps. C'est une histoire. Non, quand même. Et quand on apprend que c'est une histoire de couleur de passeport, mais on s'en fout. Bien sûr. On a déjà utilisé les passeports de couleur verte foncée. Ou, je sais pas, de couleur verte un peu plus claire. Je sais pas comment on peut appeler ça. Akoumba, oui. C'est du vert clair. En fait, vert clair, justement. Merci de me passer le mot. Du vert clair. Vous remarquez, moi je porte du vert foncé et c'est la couleur du passeport qui était en circulation. Oui. Et Iris, à travers Louba, donc, a livré une cargaison de plus de 20 000, 30 000 passeports de couleur vert clair. Selon les documents que j'ai consultés, cette couleur a été choisie par les autorités policières. Ce n'est même pas Iris qui est décidé de fournir cette couleur de passeport. Il a été proposé 3 différentes couleurs en prélude à la crise qui s'est profilée, la crise des matières premières. Effectivement, pour raison de Covid. Iris a demandé au ministère de la Sécurité de choisir. Et des documents existent. C'est le ministère de la Sécurité, à travers ses services, qui a choisi la couleur qui a été livrée. Et M. Bachir se réveille un beau matin pour se rappeler. Mais il n'est même pas en phase avec son administration. Ensuite, parce que je suis sûr que c'est parce que il a tout décidé tout seul, sans consulter même le directeur général de la police, sans consulter son cabinet. Oui, probablement. Oui. Mais je suis sûr. Parce qu'il ne bouge pas la même trompette que connaît. Je dois ajouter. Il ne danse pas sous la même musique là. Les États-Unis, quand la crise s'est profilée, les États-Unis ont décidé de diffuser un communiqué auprès de tous ces citoyens pour leur dire que les passeports expirés peuvent être utilisés pour retourner aux États-Unis. Et ils ont donné un délai. Effectivement. Donc les États-Unis ont donné un délai. Ce pays est bien organisé. Mais cela ne veut pas dire, M. Talibé, que celui qui a le passeport guinéen expiré ne peut pas rentrer en Guinée. Tu peux rentrer dans le pays avec ton passeport expiré, ta carte d'identité expirée. Avec un laissez-passer alors. Attention, tu peux regagner la Guinée. Oui, mais il faut bien que les compagnies acceptent de vous embarquer. Oui, parce que les compagnies ont les lois. Oui, mais bien sûr. Elles doivent les consulter. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui. Une fois j'ai quitté. Ça peut arriver, vous arrivez à l'aéroport de Dakar, vous avez un passeport guinéen expiré, on peut vous créer des soucis. Je ne peux pas vous embarquer comme ça. Je vous explique. Moi, une fois, j'ai quitté Budapest. Budapest ne pouvait pas m'embarquer sur Yaoundé. Parce que Budapest n'avait pas des accords avec Yaoundé pour des embarquements directs. Mais en réalité, Budapest m'a demandé de venir jusqu'à Paris. Arrivé à Paris, on m'a embarqué directement pour Yaoundé, alors que mon passeport avait des difficultés. Donc, ce que je veux dire, c'est que les compagnies ont les lois. Il serait bon qu'elles les regardent très bien. Mais il faut que l'État guinéen aussi soit visionnaire. Merci. Cabinet Fofana. Merci à tous les trois. Oui, vous voulez rajouter? Oui. Il y a un Guinéen qui nous suit depuis Tunis. Pas attentif, franchement. Pratiquement. Faut concentrer, monsieur. Voilà, un Guinéen qui nous suit depuis Tunis, qui dit qu'il est en Tunisie pour des soins, mais il est obligé de rentrer en Guinée parce qu'il a peur que le passeport, en tout cas, s'expire avant qu'il ne soit bloqué dans ce pays. Ça veut dire que beaucoup de Guinéens sont dans cette situation.
populations qui vont rentrer dans le pays sans pour autant terminer ce qu'ils ont à faire de l'autre côté. C'est vraiment dommage. Merci Likon. Bonjour, Cabinet Fofana. Bonjour Abouakar. Bienvenue. Un mot là-dessus, forcément. Non, mais c'est un problème. Constat triste, quand même. Oui, absolument. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont un peu partout dans le monde qui en souffrent. Parce que la difficulté, c'est que si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas renouveler vos titres de séjour quand vous êtes dans un pays comme la France. Et l'autre chose, c'est que la difficulté, c'est aussi de ne pas pouvoir voyager parce que vous êtes obligé de prendre une sorte de laissez-passer. Si vous n'avez pas de laissez-passer, vous ne pouvez pas voyager parce que ceci n'est pas réglé n'est pas géré plutôt par les compagnies, c'est la police des frontières qui gère. C'est pourquoi lorsque vous venez au niveau du quand vous voyagez, vous avez une partie qui relève de la compagnie et l'autre de la police des frontières. Si vous n'avez pas, et ça ne passera pas. Et puis l'autre chose, je ne comprends pas que l'on change tous les ans ou au gré du temps les couleurs des passeports. Parce que les couleurs du passeport sont choisies, ça relève en fait des questions sécuritaires. C'est des questions de sécurité du document. Si aujourd'hui on a une couleur, demain on a une autre couleur, c'est très compliqué. Encore que tout ceci participe en gros du manque d'intégrité que beaucoup de polices de frontières ont vis-à-vis des documents administratifs délivrés par la Guinée. Sans compter l'insécurité de nos documents. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont par exemple eu la green card, disons la loterie américaine, et qui se sont fait disqualifiés parce qu'on ne croyait pas à leur baccalauréat. Alors même que le document, ce sont des gens... mais ça, c'est notre paire de manches. Non, mais les documents délivrés par l'administration scolaire et universitaire, ils comportent beaucoup d'anomalies. Et leur sincérité reste à prouver. Justement, ça rejoint un peu la question d'insécurité de nos documents administratifs. Le passeport, si on change à tout va comme ça les couleurs, je le vois mal. Comment est-ce qu'on s'en sortira? Bon, monsieur Bachir, peut-être il a voulu faire plaisir. Et ce qu'on apprend, c'est que récemment, il s'est rendu Bachir. Je parle de l'ex-général Bachir, s'était rendu en Côte d'Ivoire pour négocier quoi exactement avec Big Togo. Parce qu'on apprend même que Big Togo est à Conakry, donc dans le cadre d'une mission secrète. Qu'est-ce qui se trame? Veut-on donc refiler la production des passeports sur un coup de tête comme ça à Big Togo, donc délester en fait, Iris et notre compatriote Silla de Luba? Qu'est-ce qui se trame? C'est ça la question. Bonjour Ouri, peut-être qu'il y a quelque chose. L'expert. Bien Ouri, bonjour. Bonjour. L'expert va rester silencieux. L'expert, est-ce question passeport? Passeport, bien entendu. Non, en fait, je vous regarde en parler. J'aurais préféré ne pas en parler parce que je ne suis pas assez confortable sur la question. On m'a tagué comme tu es actionnaire chez Iris comme le porte-parole d'Iris dans cette émission. Bon, bref, moi je pense que c'est ce qu'il y a à faire et je crois que Akumba du desk des enquêtes est là-dessus, c'est qu'il y a un contrat quand même qui existe. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui lie Iris et son pendant local Luba et la Guinée. Et dans ce contrat, il y a des engagements que l'État guinéen a pris. L'État guinéen doit construire des infrastructures, doit faire ceci, doit faire cela. Iris doit faire ceci, doit faire cela, jusqu'à terme du contrat. C'est aussi clair que ça, et la durée du contrat est donc définie. Ensuite, c'est du BOT. Alors, il y a de la manière pour arrêter un contrat. Donc, je pense que le moment viendra où on va revenir sur tout ça. Est-ce que durant le temps de ce contrat, le gouvernement guinéen même a honoré ses engagements ou est-ce que c'est plutôt la société qui s'est retrouvée en train d'honorer ses engagements, en même temps les engagements du gouvernement guinéen dans cette affaire. Maintenant, puisque le ministre a décidé quand même de suspendre la production de passeports pendant qu'il y a un lot important apparemment qui est stocké là-bas, mais il y a en même temps une injustice qu'on nous rapporte, c'est que effectivement, comme Talibé l'a dit, il y a des gens quand même qui peuvent s'approvisionner en passeport parce qu'ils seraient des amis du ministre ou des proches du ministre ou je ne sais des hauts bonnets. Dès qu'ils arrivent, on soutire, on leur donne des carnets. Pendant ce temps, un citoyen lambda qui vient, on vous dira non, pour l'instant c'est arrêté. Donc il y a injustice. Soit vous arrêtez pour tout le monde ou tout le monde a donc accès au passeport. C'est ce qui se passe malheureusement. Je pense que ce qu'il y a à faire, c'est justement de remettre sur la table ce contrat-là. Mais personnellement, je voudrais quand même avoir ce sujet-là. C'est de poser la question aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce projet de réhabilitation
des aérogares à l'intérieur du pays. Je crois qu'un peu vers la fin du régime Alpha Condé, il y a eu ce projet de réhabilitation de ces aérogares, Labé, Kindia, Boké, Zérékouré, Farana, ainsi de suite. C'est important parce que il faut que... pour quelle compagnie? Pour quel avion? C'est des projets éléphants blancs. Ça c'est en amont. Franchement. Non, en fait, c'est des activités. Oui, même lors d'un des conseils des ministres, la question a été abordée. Je me rappelle bien, sous le CNRD même. Mais Lincoln, c'est un projet important. Il le faut en amont de la mise en place d'une compagnie locale qui desservirait. Tout est bradé, c'est l'information que je vais vous donner. Tout est bradé. Allez à la baie, allez un peu partout. Vous trouverez que justement, tout est bradé et par qui? Si vous me comprenez, de l'État. Si vous me comprenez. Non, ces aérogares, excuse-moi, ces aérogares étaient devenus une sorte de tapade où des aéronefs transportant la drogue atterrissaient. Vous vous rappelez ce qui s'est passé du côté de Farana ou Boké, c'est pas trop. Donc aujourd'hui, si tant que le gouvernement est déterminé à réhabiliter ces aérogares, eh ben c'est tout bénef. Mais encore que, comme vous l'avez dit, depuis des années on en parle, pour le moment c'est des éléphants blancs. C'est les éléphants blancs. Parce que ça coûte énormément d'argent. Pour le moment il n'y a pas d'argent. Nous sommes en période de vache maigre. Mais les travaux avaient commencé, je vous rappelle. Très bien. Par exemple à l'Abbé, les travaux avaient commencé. Bien, on va demander alors de nous faire un suivi, un retour là-dessus. On va checker là-dessus. Aboubakar Silla, à l'époque, ministre des Transports, avait été actif sur le dossier. Eh ben bon. On va compter sur Yaya Sow pour relever le défi, pourquoi pas. Il semble qu'il est très bon, Yaya Sow. Il semble. Je n'ai pas d'éléments concrets là-dessus. Malheureusement, on le voit à la tâche. Il était sur la route de Forikaria Famoria, où il a présenté même des excuses aux riverains. On le voit à la tâche. Malheureusement, vous avez phagocyté mon message. Bien. non, mais c'est très clair là. Parce que vous allez me faire un suivi là-dessus. Oui, mais Abakar, en quoi Yaya Sow est efficace? Non, il semble, non. Même les bonbons. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Lincoln. Non, mais au moins les travaux sont relancés. Certains travaux. Il y a des nids de poules partout. Non, mais attendez. Des nids d'éléphants. On est à Conakry. Non, oui, l'argent. Ce que je vous dis, non, pas à fait. Mais il y a des travaux qui sont relancés à Kaloum, là. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il n'y a pas besoin de l'argent. Conakry. Comment ça? Il y a encore. Non, mais Abakar, écoutez-moi. Les taxis portent encore 2 devant, 4 derrière. Les bonbons, c'est 3 devant. C'est quoi Bombona? Les tricycles. Même l'Inde qui a fabriqué. Je ne sais pas ce nom. Même l'Inde qui a fabriqué ces tricycles-là. Les tchouk-tchouk. Le conducteur seul devant et 2, 3 derrière. Mais à Conakry, 2 autres places ont été fabriquées devant, tout le monde voit. Mais le conducteur est tellement serré que ça peut provoquer l'accident. Yaya Sow a fait quoi? Mais rien. Ou Bachir? Non, c'est Yaya Sow d'abord. Bachir après. Tous les deux. Ne chantez pas le encore Bachir qui ne bouge pas. C'est encore Bachir. L'ex-général Bachir. Bonjour Mohamed Kaba. Oui, bonjour le président. On parle de l'OGP ce matin, Mohamed. On parle de l'OGP, mais juste un rappel par rapport à l'affaire de passeport. C'est l'occasion de dire, il y a une certaine diaspora qui estimait que c'est le ministère des Affaires étrangères qui bloquait l'affaire du passeport. Et voilà, la réalité est connue, c'est le ministère de la Sécurité et non celui des Affaires étrangères à la décharge du prix Nelson Mandela. C'est quoi le lien? Dr Maurice Sanda. C'est quoi le lien? Non, je vous dis, non. C'est ça qui se disait que c'est le ministère des Affaires étrangères qui bloquait l'affaire du passeport. Mais aujourd'hui, la réalité est connue. Le prix Nelson Mandela, le docteur Maurice Sanda Kouyaté. C'est connu de tout ça. Alors, bonjour le faiseur de roi. Bienvenue. Bonjour aux auditeurs et bonjour aux téléspectateurs. Nous utilisons tous de la publicité. Nous vivons aujourd'hui de la publicité. Toutes les entreprises et même un autre média, Film FM. Mais forcément. Et qui gère cette publicité, cette régie s'appelle l'OGP, l'Office guinéen de la publicité. Mais ce qui se passe là-bas et ce qui s'est passé là-bas, disons que c'est un crime de lèse-majesté. On n'est pas dans l'esprit de l'austérité. Excusez, acceptez que je fasse certains déballages et certainement on aura de la contradiction de la personne qui est concernée dans cette émission. Bien. Je parle bien de la gestion antérieure de l'ex-directeur Kapi Kamara. C'est pas c'est faux de oui vraiment. Ibrahima Kapi Kamara. Oui. Donc selon des sources sécuritaires, j'insiste, selon des sources sécuritaires et des enquêteurs, les documents en font foi. Pendant la campagne présidentielle de 2020, l'ancien directeur Ibrahima Kapi Kamara a acheté sur le budget de l'OGP un camion sonorisé pour faire la campagne présidentielle du PRACO, le professeur Alpha Condé. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que ce camion n'est pas à l'OGP à Kaloum, mais ce camion se trouverait à Fayé, dans son village natal. Qu'est-ce qu'un camion d'une régie peut faire à Fayé dans son village natal? Ça, c'est le premier point. Le second point, selon les enquêteurs et selon les documents que nous avons lus,
l'ancien directeur Ibrahima Kapi Kamara. Peut-être pour être complet sur ce premier pas, selon nos informations, des agents s'apprêtent à récupérer aujourd'hui même ce camion dans le village de Kapi pour récupérer ce camion. On aura la version de Kapi tout à l'heure. Peut-être que le camion est en campagne électorale encore. Oui, dans la brousse. Dans le camion est à repos. Et après, les enquêteurs ont découvert le faiseur du roi, que l'ancien directeur général de l'OGP avait 6 appartements de luxe. 6 appartements de luxe qu'il payait aux frais, au budget de l'OGP. Comment on peut avoir 6 appartements de luxe et construire cet argent sur le budget de l'OGP? Et l'ancien directeur général, toujours j'insiste, selon des sources dignes de foi, selon des sources sécuritaires, l'ancien directeur général de l'OGP, Ibrahima Kapi Kamara, sortait également par an 2 milliards. Vous avez dit les appartements de luxe, un appartement de luxe à combien? Non, le prix, on ne doit pas, j'ai pas pu voir le prix. Parce que les sources m'apprennent que un appartement, il faisait payer un appartement à 2500 € par mois. 2500 €. Oui. Donc 25 millions. 25 millions par mois. Et donc, que l'ancien directeur, je reviens là-dessus, Kapi. 2500 fois 6, ça me donne 30 000. 30 000 patates. On aura sa version tout à l'heure. Non, 15 000. 15 000 € par mois. Pour les appartements de luxe à Kamaen et à Kalouma. Et selon les enquêteurs toujours, l'ancien directeur général Kapi Kamara sortait également par an 2 milliards 400 millions de francs guinéens pour le traitement des techniciens de surface. 2 milliards 400 millions pour le traitement de surface, pendant que ces agents sont payés, tenez-vous bien, à 800 000 francs guinéens. Et c'est vérifiable. Et c'est vérifiable. Et puis, le directeur général de l'OGP a payé aussi 6 hectares, toujours dans son village à Fayé, pour, dit-on, bâtir des villas qui seraient revendues après au travers de l'OGP. Donc ces 6 hectares existent aujourd'hui encore en Fayé. Alors, dans le souci de recouper les informations, nous avons eu très tôt au téléphone le concerné, Kapi Kamara, d'abord qui nie tout en bloc, mais qui a apporté des éclaircissements. Par rapport aux 6 appartements, il a dit non, que c'est 2 appartements, un appartement où il habitait lui-même et un autre appartement pour le directeur des recouvrements. Et par rapport au camion sonorisé, ce camion sonorisé, dit-il, il avait été payé d'abord pour Canal+. Canal+ devait s'occuper de ce qu'ils appellent la déambulation. Mais après, ça n'a pas marché et il insiste. La sonorisation même a été payée par un opérateur culturel qu'on appelle Benedi Record. La sono a été payée avec Benedi. Et Kapi insiste que tout a été déclaré dans le procès verbal de passation de service. Et il est prêt à intervenir parce que je le dis ouvertement. On va l'appeler. Il est prêt à intervenir. Donc voilà un peu le tableau peint un peu en noir de l'ancienne gestion et de l'ancien directeur général de l'OGP. Et tenez-vous bien. Son ancien agent comptable, Ibrahima Kobele Keita, vous savez, c'était son ancien agent comptable. Aujourd'hui, ce sont des présumés accusés dans cette affaire de détournement. Il est suspendu même. Il est suspendu. Donc, Ibrahima Kobele Keita a été hier ramassé Manu Militari de son bureau par des gendarmes. Non. Parce qu'il occupait encore. Il occupait encore son bureau dans les locaux de l'INP. Mais là-bas, il y a un bémol. Il était agent sous Ibrahima Kapi Kamara. Agent comptable. Et après l'arrivée de Magnan Sidibé, il est nommé comme conseiller chargé des questions financières. Donc il y a un paradoxe à ce niveau. Et hier, il a été débarqué son bureau avec des gendarmes. Il est inquiété pour il est inquiété. sa gestion. Donc il a été découvert hier par sa gestion en tant qu'agent comptable sous Kapi. Donc voilà un peu le tableau peint en noir de l'ancienne gestion présumée du directeur général, de l'ancien directeur général de l'OGP, Kapi Kamara. Et c'est l'occasion de donner aussi un conseil à l'actuel. Est-ce qu'on apprend aussi, peut-être que ce que vous n'avez pas rajouté, selon toujours nos informations, le magazine de l'OGP, OGP Mag, dirigé par Aboubacar Sako, selon les chiffres qui étaient présentés au conseil d'administration, c'était 700 millions donc, de francs guinéens par mois pour donc faire le magazine, alors qu'en réalité, le monsieur ne recevait que 60 millions dans un premier temps et sur une certaine période. Et finalement, ce montant va chuter jusqu'à 15 millions. 15 millions, alors qu'on déclarait mettre 700 millions de francs guinéens par mois sur le magazine. On nous apprend donc que Kapi, son téléphone ne passe pas et son téléphone serait tout simplement bouclé. Voilà ce que... et pour terminer, tout ce qu'il a dit, il a été formel là-dessus, que tout ce qu'il a fait, il a fait sous l'aval du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est Tatavi, évidemment. Il était informé de tout ce qui s'est passé. Donc vraiment, ça sent le leurre quelque part. Si le conseil d'administration était informé de tout ce qui s'est passé à l'OGP, ça veut dire quelque part que lui aussi doit répondre. Kapi ne va pas encore que c'est une petite... On ne peut pas. Attendez, c'est important encore que c'est une petite face immergée
de la catastrophe qui a été celle de la gestion antérieure. Et comment ça se passe aujourd'hui avec Mandiang? Est-ce qu'il y a il y a des réformes? Est-ce qu'il y a une rupture? Oui, non, il y a une rupture. Est-ce qu'il y a un début de rupture? Il y a un début de rupture, mais il faudra prodiguer des conseils au nouveau directeur général aussi, Mandiang Sidibé. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui avec l'ancien directeur Kapi Kamara, qui ne suit pas cette trace. Il faut qu'il soit dans l'esprit de l'austérité du président du CNL, du colonel Madi Doumbia. On en a besoin. L'OGP n'est pas la caisse, la caverne d'Ali Baba où chacun va puiser quelque chose. L'OGP n'est pas vraiment une mine d'or. L'OGP n'est pas la mine d'or de Kouncitel ou de Gawal. Il faut servir l'État et non se servir. Ou de Kamatimadia chez Mandiang Sidibé. Parce qu'on apprend que lui aussi il a fait assez de réformes. Il y a assez de réformes à l'OGP. On le suivra de très très près dans ses prises de décision. Des réformes aussi rapides. Oui, des réformes aussi très rapides. Il y a un train de réforme assez... casser les carreaux, c'est une réforme. Casser tous les carreaux, changer tous les rideaux. Oui, d'ailleurs, dès qu'il a pris fonction, je suis allé à son bureau, on cassait tous les carreaux. Ah bon? Oui. Non, je suis allé. Enlever les carreaux. Oui, ça c'est pas une réforme alors. C'est pas qu'il fragilise même le bâtiment. Il fait de l'ironie. Non. C'est pas l'ironie, je suis au sérieux. Non, je sais en fait. Je sais que vous êtes au sérieux en fait. Visitez tous les ministères pratiquement. Ils ont cassé, ils ont engagé des dépenses énormes pour rénover les bâtiments. Je vais vous dire. C'est aussi une autre source de soulève là une question nodale. L'allure dépensière, dispendieuse de cette transition. Allez dans la plupart des départements ministériels. La plupart on a changé tous les meubles. On est en train de changer à tout va. Tous les meubles. Même ceux qui auraient pu avoir une durée encore de vie de 5 ans, on se fait le plaisir justement de tout débarrasser et donc d'installer des meubles extrêmement coûteux. Ça, ce n'est pas de l'austérité, ce n'est pas justement de la bonne gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, le colonel doit être très vigilant de ce point de vue parce que... et Daoné qui nous apprend que les prédécesseurs, en fait, les nouvelles autorités à tous les niveaux estiment que leurs prédécesseurs ont mis du talisman sous les carreaux. Non, mais c'est pas le cas aussi. Il y a des administrations qui ressemblaient quand même à n'importe quoi. L'image d'une administration compte beaucoup. Mais si des structures dépensent des milliards, les gens mettent dans leur poche. Pendant ce temps, on ne pense pas quand même à l'esthétique des bureaux. Vous avez des partenaires, des étrangers qui viennent et vous êtes dans des... Vous ne pouvez pas justifier cela. Non, c'est pas pour justifier. Bien, on me signale que... Moi, j'ai visité le bureau de Helen Johnson Sirleaf. Bureau de 2 pièces avec Aboubakar Sampil. 2 pièces. Bien. Et je ne sais, avec des bidons d'eau. Bien.